Bonjour les cas, voici votre Elfman pour ce premier épisode qui va vous emmener dans un futur proche, celui de la voiture à hydrogène. Depuis quelque temps, les scientifiques et les ingénieurs se penchent sur cet élément très énergétique pour créer un mode de propulsion plus puissant et moins consommateur en ressources fossiles. L'hydrogène, couplé à l'oxygène liquide, est déjà utilisé dans les moteurs fusées. Et pourrait devenir le carburant du futur. Mais d'abord, intéressons-nous à cette structure qui fascine tant. L'hydrogène, premier élément du tableau périodique, est donc l'élément le plus léger qui existe sur Terre et dans l'espace, est composé d'un proton et d'un électron. Sa masse est d'environ 1 U, donc c'est l'unité de masse atomique, donc qui fait 1,66054 par 10 puissance moins 27 kg, donc c'est vraiment très petit. Et sa structure atomique est 1 H, donc un proton et un électron. Il est présent sur Terre, dans l'eau, H2O, et les hydrocarbures. Il est aussi présent sous forme de deutérium H2 et de tritium H3 dans les eaux lourdes. Donc ce sont des eaux chargées en deutérium et tritium qui sont notamment utilisées dans la fusion thermonucléaire. L'hydrogène est massivement présent dans les étoiles, notamment dans le Soleil, mais cela fera l'objet, comme la fusion, d'une autre vidéo. L'hydrogène sous forme gazeuse a été mis en évidence par Cavendish en 1766, qu'il a appelé air inflammable, parce qu'il brûle ou explose en présence de l'oxygène ou il forme de la vapeur d'eau. Ensuite, Lavoisier a désigné ce gaz par le nom hydrogène, composé du préfixe hydro, du grec udor, qui signifie eau, et du suffixe gène, du grec genao, engendré. Il s'agit du gaz de formule chimique H2 et dont le nom scientifique est désormais d'hydrogène. L'hydrogène est l'élément le plus abondant dans l'univers, 75% en masse et 92% en nombre d'atomes. Comme précédemment, il est présent en grande quantité dans les étoiles et les planètes gazeuses. Il est également le composant principal des nébuleuses du gaz interstellaire. Dans la croûte terrestre, l'hydrogène ne représente que 0,22% des atomes, loin derrière l'oxygène qui est 7% et l'oxysilicium 27%. Et donc le silicium qui est utilisé notamment dans les vitres et dans les circuits imprimés. Il est rare également dans l'atmosphère terrestre, il représente en volume que 0,55 ppm, donc par million, donc c'est vraiment très petit, des gaz atmosphériques. L'hydrogène est surtout le principal constituant en nombre d'atomes de toute matière vivante, associé au carbone dans tous les composés organiques. C'est le composé avec du carbone et l'oxygène, donc ça peut être des atomes d'ADN, d'ARN, les molécules chimiques vivantes comme les plantes, comme nous, par exemple. L'hydrogène représente 60% des atomes et 10% de la masse du corps humain. L'hydrogène est un gaz inflammable, très inflammable même d'ailleurs. Le problème du stockage, on verra ça dans une autre partie. L'intérêt, c'est les scientifiques et les ingénieurs depuis fort longtemps, notamment pour conférer un propre et puissant. L'ingénieur français Philippe Lebon avait prédit dans son brevet en 1799 que son gaz hydrogène serait une force applicable à toute espèce de machine. Mais il n'avait pas tort. Gaz composé principalement de CO2, de monoxyde de carbone et d'hydrogène. À partir de 1804, l'inventeur suisse Isaac de Rivaz construit les premiers moteurs à gaz utilisant le gaz de houille, donc c'est le gaz qui est issu de la combustion du charbon, donc essentiellement du méthane et de l'azote, avec aussi du CO2 et d'autres gaz carbonés. Le gaz d'éclairage ou gaz de ville, qui est encore utilisé aujourd'hui, qui contient 50% de l'hydrogène, 32% de méthane, 8% de monoxyde de carbone et d'autres gaz, et est utilisé dans les moteurs à gaz par l'industriel allemand Nikolaus Otto en 1867. Les grands constructeurs automobiles, donc Dodge AG, Daimler AG, donc qui est le holding de Mercedes entre autres, Mercedes-Benz et BMW, sont redevables aux innovations du moteur à gaz apportées par celui-ci et la création de la Gasmotoren Fabrik Dodge AG, ou Dodge AG, fondée par Otto en 1972. En 1970, Paul Digges brevette une modification des moteurs à combustion interne, donc c'est les moteurs de voiture, qui autorise des produits sur la consommation d'hydrogène. Le brevet indique clairement que le but de l'invention est de fournir un combustible non polluant à la base des hydrocarbures. Donc les hydrocarbures, c'est essentiellement le diesel et l'essence, donc c'est utilisé dans les voitures massivement. À partir de 1880, le constructeur automobile japonais Mazda
planche sur l'application d'hydrogène au moteur rotatif, donc c'est les moteurs à piston, les moteurs de voiture. 1991 présente un concept de moteur rotatif à hydrogène au salon automobile de Tokyo. En 2006, Mazda loue des véhicules hydrogène RE au bureau du gouvernement nippon, donc japonais. Depuis, de nombreux prototypes sont les cartons des constructeurs, notamment en France et en Europe. Et des agences comme l'ADEME et en France, donc qui est l'agence d'énergie en France, aident au développement de la filière. Les moteurs hydrogène se présentent de deux façons. Donc soit un moteur à combustion classique, donc un moteur de voiture qui a été reprogrammé pour l'hydrogène. Donc un moteur à combustion est un moteur dans lequel l'énergie thermique est dégagée par la combustion du carburant, donc ici l'hydrogène, ça peut être du pétrole, ça peut être du gaz, et converti en énergie mécanique à l'intérieur du mécanisme grâce à des pistons. L'autre forme de moteur à hydrogène, les piles à combustible. Donc, les piles à combustible, c'est un générateur dans lequel la fabrication de l'électricité se fait grâce à des réactions chimiques, donc ici de l'hydrogène et de l'oxygène, et où l'hydrogène est cassé en électrons et en protons, et les électrons partent dans le moteur, et les protons traversent les piles à combustible, sont récupérés avec de l'oxygène et donnent de l'eau. Et tout ça, donc, forme de l'électricité et de l'énergie. Et cette réaction, donc la réaction d'oxydation de l'hydrogène, est accélérée par un catalyseur qui est généralement du platine, donc c'est un métal qui est très utilisé dans l'automobile, notamment pour le combustible et pour les pas catalyseurs dans les pots d'échappement. Et donc, la pile à hydrogène est couplée à un moteur électrique qui donne des voitures à hydrogène électriques. Et la réaction chimique donc, qui est produite soit par le moteur à combustion, soit par l'hydrogène, comme on l'a vu. Donc c'est 2H2 plus O2, donc 2 hydrogènes plus 1 oxygène, donne 2H2O plus Q, donc donne 2 unités d'eau et de l'énergie, donc utilisée soit par les pistons en brûlant, soit propulse la voiture dans le moteur électrique. Bien, maintenant nous allons voir la problématique du stockage et la production d'hydrogène à partir notamment d'eau et de méthane. L'hydrogène est presque actuellement entièrement produit à partir des gaz naturels de charbon, donc ce sont des solutions très très coûteuses en énergie et en énergie électrique notamment. Donc le processus industriel le moins cher pour produire l'hydrogène est le reformage du hydrocarbure, le plus souvent par vapeur reformage du gaz naturel, donc qui est essentiellement composé de méthane, et c'est justement le méthane qui va à très haute température, entre 700 et 1100 degrés, réagir avec de la vapeur d'eau et donner du monoxyde de carbone ou du dioxyde de carbone suivant la quantité d'eau qu'on met pour la réaction et de l'hydrogène. La production industrielle a, donc comme j'ai dit, un très mauvais bilan carbone et très émettrice de gaz à effet de serre, soit avec 10 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an entre 2015 et 2017, ce qui fait 7,5% des émissions de gaz à effet de serre de toute l'industrie française, d'après l'ADEME en 2018, donc ce qui équivaut à des émissions de CO2, donc j'imagine que ça va être pour le monde, équivalente à celle de l'Indonésie et du Royaume-Uni. Donc c'est extrêmement polluant, extrêmement cher. Mais on pense que le coût à partir des productions d'hydrogène à partir d'électricité renouvelable, qui est, comme on imagine, élevé, pourrait baisser grâce au déclin du coût justement, des énergies renouvelables et aux économies d'échelle, donc c'est-à-dire plus d'usines, plus de machines, et donc des coûts moins élevés. Et la FIA notamment cherche à industrialiser ces processus, donc les processus excusez-moi, j'avais pas du mal avec le nom, de vapeur au format du gaz et d'électrolyse de l'eau, donc qu'on verra après. Et cherche donc à industrialiser tout ça, notamment à industrialiser aussi la production de piles à hydrogène et de réservoir de stockage, je m'embrasse. Voilà la problématique des réservoirs plus tard. Et le développement de la mobilité hydrogène est aussi freiné par le faible nombre de stations de recharge, car c'est une technologie qui est encore en phase de test, hein. Il y a très peu de stations de recharge
Je pense qu'elle est uniquement dans les stations de test des constructeurs et c'est à peu près tout. Peut-être dans quelques villes, et encore. Et la capacité est encore extrêmement faible, donc de 10 à 80 kg stockés d'hydrogène par jour à 350 bars. Donc ce qui est pas énorme, j'imagine. Sachant qu'une voiture pourrait consommer 4 kg par charge, donc ça irait très 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 vite. Donc l'hydrogène peut améliorer la puissance des véhicules, prolonger son autonomie, donc j'imagine en crassant moins les moteurs et augmenter la capacité et la rapidité de recharge par rapport à une recharge électrique standard. Parce que là on rechargera du gaz sous du liquide à très haute pression au lieu de charger sur le secteur, donc ce qui prendra évidemment plus de temps. Moins de temps, pardon. Et donc, comme je l'ai dit, l'autre moyen est de l'électrolyse de l'eau. Donc, l'électrolyse de l'eau est un procédé électrochimique qui décompose l'eau en dioxygène, donc en oxygène de l'air, et en hydrogène grâce à un courant électrique. Donc la cellule est composée de deux électrodes habituellement en platine, émergées directement dans l'eau, donc ici l'électrolyte qui est l'eau, est connecté aux deux pôles opposés d'une source de courant. Et donc s'il donne soit des structures en ligne à base, soit des structures en barre, dans des stations industrielles. Et on commence à réfléchir à s'inspirer de la nature, à s'inspirer de certains processus biologiques. Et là, en 2012, on a des premiers essais ont montré que le cobalt pourrait remplacer le platine, que le platine qui est un métal noble, qui est un métal très cher et très rare. Et donc pourrait le cobalt, donc utilisé pour d'autres processus, pourrait baisser le coût de la production d'hydrogène par l'électrolyse de l'eau. Et une autre possibilité, donc en 2019, l'agence australienne d'énergie renouvelable ARENA va aider à financer ou a aidé, parce qu'on est en fin d'année, donc à financer à hauteur de quasiment 10 millions, donc 9 millions 41, 9 millions 410 000, pardon, 9,41 millions, donc ça m'affiche, de l'or australien, ce qui fait 8,5 millions d'euros. Donc on parle d'une société, pardon, le groupe Azer, donc qui est une société d'énergie renouvelable, qui veut faire du biogaz. C'est de la méthanisation des boues d'épuration en hydrogène. Non, qui vise à convertir du biogaz en hydrogène et en graphite. Donc, ce qui pourrait être intéressant si la technologie marche. Et Azer veut construire une usine pour 15 millions de dollars US. Donc, ce qui fait dans les. Enfin, 4,8 millions, donc ce qui fait dans les 15 millions, 15,5 millions, 4,5 millions d'euros. Donc, un Monster qui est en Australie de l'Ouest. Donc, comme j'ai dit, enfin, comme on va le voir, le coût du stockage mobile du dihydrogène, pardon, est encore extrêmement cher. Et son transport était en début des années 2000, 50% plus cher que celui du gaz naturel. Car, en plus, ce qui est pas pour séduire les utilisateurs, une unité de volume d'hydrogène transporte 2 à 3 fois moins d'énergie qu'une unité de volume en volume de gaz naturel. Et surtout, il faut dire que l'hydrogène est un gaz extrêmement instable, extrêmement peu massif, et donc ce qui rend son stockage et son transport extrêmement complexe. Et donc il y a encore un défi technologique et scientifique, on va le voir. Et parce qu'il faudrait par exemple le liquéfier, donc pour le liquide, le refroidir à moins 253 degrés. C'est une température extrêmement basse, là on parlerait quasiment à Kelvin et plus en degrés Celsius d'ailleurs. Et cette liquéfaction, comme on l'imagine, est très consommatrice en énergie. Et sinon il y a une autre solution qui est le stockage par gaz à très haute pression. Et donc on arrive aujourd'hui à des technologies qui permettent de comprimer le gaz, on va y arriver, de comprimer le gaz à une pression de 700 bars, soit 700 atmosphères, donc c'est une pression extrêmement élevée. Et les réservoirs donc sont en nanocomposite renforcé, donc soit du fil de carbone, soit de fil de basalte, donc soit enroulé, soit avec un enroulement filament, soit des structures actuellement en charge de nid d'abeilles, donc pour piéger le carbone dans les structures hélicoïdales ou en nid d'abeille de la fibre de carbone, donc pour éviter que le gaz ne s'échappe du réservoir. Donc actuellement il y a 3 standards, donc il y a 350 bars pour les voitures particulières, bus et engins et camions, 500 ou 550 bars pour les engins et les camions en Amérique du Nord, donc les engins c'est forcément les engins de chantier, et 700 bars, donc comme on vient de le voir.
pour les voitures particulières. Et donc, comme on l'imagine, ces réservoirs font l'objet de qualifications très complexes où on vérifie la résistance à la pression, jusqu'à l'éclatement de l'échantillon de réservoir. La résistance au feu, parce que l'hydrogène est un gaz extrêmement inflammable. Et la résistance au choc, donc comme je viens de le dire, l'hydrogène étant extrêmement inflammable, le moindre choc pourrait faire exploser le réservoir. Donc on tire dessus à balles réelles, on imagine de balancer le réservoir dans un tunnel ou du haut d'une tour pour voir s'il résiste ou pas. Et donc cette pression-là, donc cette pression de 700 bars, l'hydrogène possède une masse volumique de 42 kg par mètre cube, donc c'est une masse volumique assez importante, soit un ordre de facteur 500 donc, par rapport à sa densité à pression et température ambiante, donc ce qui est quand même un facteur de gain assez important. Et donc là, comme j'ai dit, l'autre solution, qui est la solution par forme liquide cryogénisée, est encore réservée aux lanceurs spatiaux, donc c'est une technologie extrêmement chère, extrêmement coûteuse à mettre en place, et qui pourrait être utilisée pour les véhicules terrestres, car l'hydrogène liquide possède une masse volumique de quasiment 71 kg par mètre cube, donc soit 1,6 fois plus que l'hydrogène sous forme gazeuse à très haute pression. Et donc, dans ces conditions, le volume du réservoir serait, donc pour ce qui est 4 kg nécessaires à la propulsion d'une voiture, serait de 56 litres, donc c'est à peu près le réservoir d'une voiture à essence qu'on utilise actuellement. Et donc, la cryocompression, comme je viens de le dire, pourrait donc améliorer l'efficacité du stockage volumétrique et massique, et donc faciliter l'usage d'hydrogène refroidi à très basse température, donc 20,3 Kelvin, qui est l'unité de température standard, ou moins 253 degrés Celsius. Et donc, comme on l'imagine, la cryocompression donc, serait la solution la moins onéreuse, parce qu'on n'aurait pas à comprimer le gaz à très haute pression, on aurait juste à juste entre guillemets, ce qui est compliqué en termes scientifiques de le refroidir, et donc le liquéfier et le refroidir. Donc, ce serait la solution moins onéreuse parmi les différentes formes de stockage en forme d'études. Le coût total, donc avec le coût de production, liquéfaction, de transport, de distribution, serait de 0,06 euros, donc 6 centimes par kilomètre. Et alors que on est à 0,2, 0,020 avec 0,24, donc entre 2 et 3 centimes par kilomètre par véhicule essence, donc on n'est pas encore sur des surcoûts très élevés, même si ça fait quand même 2 à 3 fois plus que le coût standard pour une voiture thermique. Et donc pour ces raisons, le constructeur allemand BMW avait intégré, on ne sait pas pourquoi ils ont arrêté. Enfin, on sait pourquoi ils ont arrêté, parce que le BMW donc, avait intégré le cryocompressé comme élément de sa filière à l'hydrogène, mais la solution donc, a été arrêtée car apparemment le gaz ne pouvait pas être conservé longtemps sous forme liquide pendant l'arrêt prolongé du véhicule et avec d'autres risques donc, qui sont l'explosion notamment du réservoir. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a aidé à comprendre donc, cette technologie complexe mais fascinante qui est la voiture hydrogène, qui sera peut-être utilisée dans le futur plus ou moins proche. Et donc à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo si vous a plu. Et aussi quand vous êtes abonné, d'aller cliquer sur la petite clochette pour ne rien manquer sur la vidéo. Allez, à tous.